John Jones a gagné, les négociations ont déjà bien commencé, et on va rentrer dans le détail parce que chaque déclaration de John Jones et chaque déclaration de Dana White maintenant, c'est déjà de la négociation. Autant John et moi que moi, on en est convaincus, et on vous fait notre argumentaire juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, je te propose qu'on fasse par ordre chronologique. Je vais d'abord mettre un peu de contexte. Bon, tout le monde le sait, John Jones vient de combattre contre Stipe Miocic, et pendant tout l'avant-combat, on s'en était d'ailleurs un tout petit peu plaint. John Jones avait complètement nié et dénigré même les qualités d'Aspinall. Ce qu'on va retenir, c'est qu'il n'était pas intéressé par ce combat. Et on avait émis dans notre podcast avant le combat qu'on pensait que c'était une façon de négocier en disant ce combat ne m'intéresse pas, ce qui signifie que si l'UFC veut que ça se fasse, il faudra me rejoindre sur mes termes. Une autre déclaration qu'il a fait avant le combat, c'est qu'il souhaitait Pereira pour la BMF. Et ça, je pense aussi que le demander pour la BMF a une vraie raison. Il sait que ça va pas se faire, mais du coup, c'est si vous me le donnez pas pour la BMF, il faut contrebalancer par. Et il a aussi dit, et ça c'est très important, si j'ai pas ce que je veux, je prends ma retraite. En d'autres termes, j'ai plus besoin du MMA, et ça c'est un sacré levier de négociation. Alors moi, ce que j'aime bien dans tout ça, le seul truc que j'aime bien dans tout ça, c'est que c'est un des rares combattants qui a un levier de négociation avec l'UFC. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ça, j'aime bien. Et c'est un vrai levier parce que à la limite, il a beaucoup plus un levier que Conor. Parce que Ouais. Conor, avec le temps qui est passé, avec la réputation qu'il a et avec les défaites, c'est pas la même chose que John Jones qui est GOAT et qui maintenant, bon, on sait que Conor génère toujours énormément d'argent, mais d'un point de vue purement sportif, John Jones a beaucoup plus de poids dans la négociation. C'est sûr. Je suis d'accord. Et alors, je pense que ce poids peut varier, peut encore augmenter ou diminuer selon les pay-per-view qui ont été achetés sur cet événement-ci. Ouais. Parce qu'ils ont... Pardon, et il y a la belt en fait, qui pèse énormément. Et c'est un champion undisputed. Enfin voilà, déjà, ça vaut énormément. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qui a été dite pendant le broadcast. Il n'est pas undisputed. Il y a Aspinall. Oui, c'est vrai, pardon. En fait, pour moi, il y a toujours la ceinture normale et l'undisputed, donc c'est pour ça que je dis ça, mais c'est vrai. Okay. La définition de undisputed, c'est quand il n'y a pas d'intérim. Ouais. Elle est en train de prendre d'un tout autre sens en ce moment, donc j'ai l'impression qu'on peut dire undisputed. Ben, disons que voilà, c'est la ceinture poids lourd, elle est significative. Une unification des titres chez les poids lourds, c'est toujours quelque chose d'énormissime, de grandiose pour en termes marketing pour l'UFC. Donc effectivement, ça pèse très très lourd dans la balance. Alors après le combat, première chose que dit John Jones, c'est qu'il va pas prendre sa retraite et qu'il doit discuter avec Dana White et Campbell Hunter. Et il rectifie directement en conférence, parce que ça c'est très important, parce que nous en tant que fans on était là, on est ok, ça veut dire qu'il est peut-être ouvert à Aspinall. Et là en post-conférence, il remet un grand intérêt sur Pereira. Il laisse une toute petite porte ouverte à Aspinall, mais vraiment en disant alors j'ai besoin du fuck you money. Alors je sais pas combien lui évalue le fuck you money. Pour moi, mon fuck you money c'est 2 millions, mais à mon avis, John Jones c'est peut-être fois 25 par rapport à moi. Non, c'est attends, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Franchement, félicitations à John Jones parce que je parle pas du combat, là on va juste parler purement business. Ouais. Il est très bien conseillé. Et ça se voit sur chaque truc. Franchement, je pense même que ça a été travaillé. Parce que il y a plein de gens qui s'imaginent, bon, c'est des négociations à des millions. On va pas laisser le combattant dire n'importe quoi. Donc, d'office que le manager derrière lui dit, écoute, ça, c'est ce que tu dois dire, ça, c'est ce que tu peux, ça, c'est ce que tu ne peux pas dire. Voilà. Et on va résumer les points. Et pourquoi je le félicite, c'est que, de un, il a utilisé tous les leviers classiques. Le premier, c'est je ne suis pas intéressé par ça. Donc classique. Il y a 2 voitures devant toi. Tu dis celle-là, elle m'intéresse pas. En fait, c'est celle-là, mais tu sais que c'est pas du tout le cas. Comme ça, ton intérêt
est porté sur ça qu'on sait qu'il va pas se faire. Mais c'est juste pour dire, j'ai pas d'intérêt pour ce truc-là, donc offre-moi quelque chose d'intéressant, tu vois. Donc, il le fait. Il l'a fait. Et là où j'ai compris que c'était n'importe quoi, c'est quand il a parlé de Jamali et de Roundtree. Je dis, ok. J'avais carrément oublié ça. J'avais oublié ça. Il a pris toutes les voitures, sauf celle-là, tu vois. Donc, première technique. Deuxième technique, et qui est un levier énorme, c'est, l'UFC veut que je revienne. Moi, je peux me retirer maintenant, et c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je suis parti avec une grosse victoire, spinning back kick, en faisant ma petite dance de Trump. Moi, je peux partir et c'est génial. Ma carrière s'arrête. Et c'est vrai, il a raison. Sa carrière s'arrête sur une belle note en soi, tu vois. Bon, bien sûr. Il y a toutes les parties qu'il évite, etc. Mais en soi, c'est une belle note. Il termine avec un combat où il termine d'une belle manière. Et donc, c'est vous qui avez raison. Et enfin, la troisième, c'est diminuer pas juste l'intérêt que lui porte à cette chose, mais que objectivement parlant, c'est pas intéressant. Ce que tu me racontes, il y a personne qui veut ça. Il a dit, tout le monde, beaucoup de gens maintenant veulent voir Alex. Personne veut voir Alex. Enfin, même Dana White dit non, ça va pas se passer avec Alex. On veut pas enlever ça. Et il dit, enfin, je dis pas que personne veut voir John Jones contre Alex, mais on sait que c'est pas le combat que veut le peuple. Le combat que veut le peuple, c'est quand est-ce final. Et le combat normal qui devrait se passer, ce serait celui-là. Et donc il a dit, il a rajouté un petit truc que je trouvais super intéressant. Il a dit, non seulement il dégrade Aspinall, il l'a fait depuis des semaines, oui, il le mérite pas, blablabla, alors qu'on sait que c'est pas le cas. On en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne. Mais en plus, il dit, mais c'est Tom qui a besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de Tom. Et donc, il l'a mis de tous les côtés. Il a tout verrouillé et il a dit, OK, maintenant, je veux de fuck you money. Et c'est la preuve, c'est qu'il a dit, maintenant, on sait, c'est juste une question d'argent. Bien sûr. Et Dana White a dit, écoutez, on l'a bien payé. On va lui proposer beaucoup plus. Maintenant, et c'est ce que je voulais te demander, j'ai une question. Je me demande si Dana White va retourner sa veste. Ce serait énorme parce que si Dana White encense tellement John Jones et que John Jones décide de pas revenir, bah, il va y avoir un problème sur le nouveau champion qui va pas être le champion undisputed réellement, tu vois, vu qu'il sera parti avec la belt. Donc du coup, je me demande si les demandes de John Jones sont trop élevées et qu'il demande 50 millions. J'ai une bêtise, mais on sait pas combien est-ce qu'il va demander. Mais admettons qu'il demande 50 millions. Il a dit, je veux tellement d'argent que même si je perds, je suis pas triste. Donc c'est beaucoup d'argent. Moi, je crois que ça doit être, j'estime qu'ils vont lui faire une proposition à 30 millions comme Khabib, tu vois. Je pense que ça va être à peu près ça, tu vois. Alors, pour moi, c'est là où il y a le génie dans cette négociation, le plus gros génie dans cette négociation, c'est que John Jones sait que financièrement, pour l'UFC, le combat qui rapportera le plus, c'est celui contre Pereira et pas celui contre Aspinall. Et donc, il se dit, en faisant cette communication-là, l'UFC va être face à un choix. Si on veut Aspinall contre Jones, ça va nous coûter autant. Si on veut Jones contre Pereira, ça va nous coûter moins cher. Et potentiellement, qu'est-ce qui va nous rapporter le plus? Non, mais l'UFC perd beaucoup plus, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y en a un des deux qui perd. Donc, et probablement, juste d'un point de vue statistique, probablement que pour Pereira de monter contre un heavy grappler, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, Alex a encore 2-3 combats et il perdra beaucoup d'intérêt après avoir perdu contre Jones. Donc, je crois que l'UFC d'autres potentiels. Je sais pas combien rapporte Alex. Apparemment, c'est pas énorme en pay-per-view. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était beaucoup. Non, c'est beaucoup par rapport aux autres, mais c'est pas énorme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir un énorme, c'est vrai. Maintenant que je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui rapporterait plus? C'est sûr que Alex contre John Jones, les casus vont beaucoup plus aimer parce qu'il y a, en plus, la possibilité des 3 ceintures. Je sais pas si, mais non, il va, maintenant. Ce serait même pas en heavyweight. Mais ce serait en light heavyweight, selon moi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas le faire en heavyweight parce que sinon, de nouveau, à ce final, il perd encore un combat, tu vois. Et je pense que c'est là où Dana White, parce qu'on a parlé pour l'instant que de John Jones, c'est là où la déclaration de Dana White, je la trouve aussi intelligente, c'est Pereira contre Jones, on le fera jamais. On a vu que Jones était trop fort en lutte. Et en gros, ça, c'est le message qu'il envoie, c'est John Jones, si tu veux combattre contre Pereira, tu vas me tuer une de mes stars. Et tu peux pas le faire en te retirant juste après, en prenant ta retraite. Oui, c'est ça, il va bloquer. Ou alors, c'est à toi de faire un effort sur ton tarif. Non, je pense que c'est ça, tu vois. C'est un peu ça le message. Mais
Ouais, mais franchement, je pense que c'est possible. Hein. En connaissant Dana White, je veux dire, franchement, c'est possible. Mais je me dis, allez, tu peux pas faire autant, tu vois. Je crois que tu dois vraiment allonger les billets pour Aspinal. Et juste, je crois que, bon, c'est peut-être moi avec ma vision idéaliste qui est pas correcte, mais je me dis juste, l'UFC doit quand même garder une certaine image et tu peux pas à chaque fois éviter comme ça. C'est vraiment dire c'est bon, on fait que des gimmick fights, tu vois. On fait plus de trucs pour le championnat. Donc non, je sais pas. Mais c'est possible, hein. Attends, je te dis, en connaissant Dana White, il dit, et en plus lui-même, il a dit dans la conférence de presse, l'argent c'est pas le plus important pour nous. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est la réalité, c'est que l'UFC a les moyens. Clairement, l'UFC peut tripler le salaire de Jones sur un combat et ça va pas du tout les couler. Ça va à peine toucher à leur rentabilité sur l'année 2025, puisque le combat aurait lieu en 2025. Par contre, ce que l'UFC ne veut pas, c'est montrer publiquement qu'ils ont succombé à ce genre de chantage de négociation. Tu vois, ils peuvent pas ouvertement dire allez, c'est bon, on donne l'argent que John Jones veut, parce que sinon c'est un peu les autres athlètes qui ont le moindre levier. C'est une jurisprudence, il y aura des gens. On est prêt à accepter. Donc, le seul truc que l'UFC pourrait faire ici, c'est faire signer un NDA à John Jones en disant voilà, on te donne l'argent que tu veux, mais t'as le droit d'en parler à personne. T'as le droit de le dire à personne. Limite, tu fais signer un papier en disant non, en conférence, tu dis que finalement, tu acceptes le combat pour ta somme classique. Et là, c'est un gros win-win. Lui, il prend son fuck you money. Nous, les fans, on est super contents. Et l'UFC, ils font croire que non, c'est eux qui ont toujours le levier sur tout le monde, tu vois. Parce que je t'ai pas posé la question que je voulais te poser juste avant, je me suis dit. Pardon, vas-y. Imagine John Jones fait la diva. Je vais exagérer. Il dit, je veux 80 millions. Attends. C'est pas très compliqué à imaginer, hein. Non, c'est pas compliqué. Il fait ça depuis longtemps. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Donc, imaginons que John Jones fait la diva. Et il demande 80 millions. OK? Je dis des chiffres comme ça à l'air. Donc, pour donner un petit peu des refs, supposément, c'est pas factuel, mais supposément, John Jones serait à peu près dans les 9 millions pour le combat, les combats récemment qu'il a fait, à peu près. Et ils ont fait une offre, je crois, à Khabib qui était 30 millions au moment, c'était le pic quand Khabib a décidé de se retirer, ce qui était une offre énorme. Donc c'est pour ça que je parle, à mon avis, ça doit être la plus grosse offre qu'ils ont fait à qui que ce soit, sauf McGregor. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est supposément, on sait pas, je sais pas si ce que tu en penses, mais c'est mon analyse, quoi. Voilà, c'est ce que je vois. Ah, s'il demande ça, pour moi, c'est trop. C'est trop. Alors, ce que je ferais à la place de l'UFC, c'est allô Turquie. Allô Turquie. On le fait en Arabie Saoudite, on le fait. Tu veux Aspinal Jones chez toi? C'est ça. Comment, tu vois? C'est ça. Mais du coup, c'est que si tu fais attention, donc tu dis, ok, 30 millions, admettons que ce soit le max, et on sait qu'il voulait la Deontay Wilder money. Donc, à mon avis, il va peut-être demander 40-50 millions. Admettons qu'il demande ça, tu vois. Qu'il se dise, OK, je me retire, c'est bon, j'ai fini. J'exagère, mais c'est ce que je pense que Jones va mettre sur la table en base de négociation. Il va pas commencer avec son prix plancher, il va commencer plus haut. Donc, il va dire, écoute, moi, je veux 40-50 millions, quoi, tu vois. Donc, admettons que Dana White soit difficile en négociation et qu'il dise non. Donc, du coup, est-ce que Dana White va continuer à encenser John Jones ou pas? Ou est-ce qu'il va lui dire non, mais en fait, John Jones, tu veux plus se battre, c'est bon, c'est fini. Et il recommence le discours d'avant. C'est compliqué, John Jones. Maintenant, il a peur d'Aspinal, blablabla, tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est ça, parce que combien est-ce qu'on a d'exemples de Dana White qui retourne sa veste en communication, tu vois, qui encense Ngannou, puis maintenant, Ngannou, il essaye de l'effacer de l'histoire de l'UFC. Il y aura jamais de femmes à l'UFC, puis Ronda Rousey arrive, il y a des femmes à l'UFC. Il y en a plein, et en fait, je pense que Dana White, il est très fort là-dessus. Il sait que toutes les communications sont éphémères et qu'il y a très peu de gens qui vont rebondir à aller chercher des vieux trucs qu'il a dit pour dire ah ben il avait dit ça et maintenant vous voyez, il s'en fout parce que même si ça fait un buzz, ça a même pas d'effet en fait. Ça a même ouais, pas c'est ça. Donc lui, il communique. Donc la communication de Dana White est faite pour le présent et le futur. Qu'est-ce qu'il va vendre sur mon événement qui arrive et qu'est-ce qu'il va vendre sur le long terme. Donc si à un moment John Jones n'a plus de valeur pour lui et il a plus besoin de le promouvoir en tant que promoteur, c'est son job, ben il va faire l'inverse de la promotion, tu vois. Et à un moment, si du jour au lendemain il doit dire ben non, c'est Islam Makhachev le numéro 1 pound for pound, il le dira. D'autant plus que son combat va pas tarder à arriver. Mais je pense que
si on regarde même dans tous les classements hors celui de Dana White, John Jones, c'est incroyable ce qu'il a fait, mais juste sur ces 2 combats, en prenant Cyril il y a quelques années et en prenant Stipe qui est 8e et franchement vieillissant, on va pas, enfin tu vois, c'est compliqué de dire qu'il était pas, c'était vraiment pas le prime Stipe et génial qu'il termine sa carrière comme ça et qu'il ait gagné autant d'argent, mais franchement, c'était pas, tu peux pas dire qu'avec cette performance-là, c'est bien qu'il ait gagné, il l'a fait avec la manière, mais tu peux pas dire que t'es le meilleur de tout, surtout quand tu vois ce que Topuria a fait à Volca et encore il y avait des doutes. Et après, il y a plus de doutes avec Max Holloway. Alex, il a sauvé je sais pas combien de cartes et il vient. Enfin, tu vois, pour moi, c'est compliqué de dire y a-t-il encore un doute? Il y a un doute. Je dis pas que c'est non, mais il y a un doute. Tu vois, tu peux pas dire que pound for pound, il y aura, enfin, c'est tellement subjectif, tellement dépendant des critères que tu veux utiliser, tellement dépendant de la définition que tu mets dessus, que il y aura toujours un doute sur à tout moment de l'histoire. Tu vois, c'est très. C'est juste le doute. Il faut un doute. J'ai même pas souvenir. J'ai même pas souvenir d'un moment de l'histoire du MMA où il y avait une unanimité et un consensus. C'est un peu redondant ce que je dis. Un consensus auprès de tous les fans pour dire bah c'est lui le numéro 1 pound for pound. C'est comme GOAT, tu vois. GOAT, il y a pas de consensus, c'est toujours des discussions ouvertes. C'est souvent les mêmes noms qui ressortent. Mais voilà, à l'heure actuelle, je pense que la grande majorité des fans disent que c'est Islam Makhachev le numéro 1. T'as une petite partie qui vont te balancer un Topuria en numéro 1 pour le moment, une toute petite partie Alex Pereira et encore une partie qui va dire John Jones. Et il y a des arguments qui se valent, il y a des arguments qui s'entendent moins. Je dis pas que c'était mon classement, je dis juste, voilà, si tu regardes les derniers combats, enfin les récents, c'est quand même fou ce que Topuria a fait à Holloway, ça avait jamais été fait. Et si on parle de présent, on parle pas all time, parce que all time, alors clairement, Topuria rentrait pas dans le débat, mais non, bien sûr. Il le fait parce qu'il se dit, je sais l'argent que je peux faire si jamais tout le monde considère que John Jones va se battre contre Aspinall, quoi, ou contre Mais Alex. en fait, c'est ultra bénéfique que ce soit pour la boxe anglaise ou pour le MMA d'avoir ce genre de classement parce que, c'est des débats de ouf, donc ça crée de l'engagement en ligne. Dès que tu lances ce débat, tu sais que tu vas avoir une multitude de commentaires et donc d'engagement, donc ça peut faire du buzz, de la visibilité. Et c'est un outil marketing très puissant pour l'UFC. Et je pense que du côté de l'UFC, c'est très intéressant pour eux de systématiquement monter un maximum le champion poids lourd dans ce classement parce que c'est les poids lourds qui vendent le plus chez eux. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que Pantoja, il est ridiculeusement bas dans ce classement officiel du pound for pound à l'UFC, alors je pense que là aussi, les fans sont unanimes sur le fait que Pantoja doit être beaucoup plus haut dans ce classement, mais l'UFC s'en fout tellement de cette division flyweight qu'ils le mettent plus bas. Quoi ça? Je sais pas quand il est ce qu'il est, je sais pas du tout. Je me demande même s'il est dans le top 10 officiellement. C'est quoi, on va regarder? Non, je crois pas que c'est pas possible. Allez, il pas dans le top 10. Alors, pound for pound, Pantoja, 11e à l'UFC. Non, t'avais raison. Ouais, je te dis, c'est exagéré. Alors que chez nous, il est 5e. Chez nous, il est 4e, j'allais dire 5e. 5e, ouais. Donc ouais, je pense qu'on a tout dit là sur les négos. Moi, je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, dernier truc, c'est qu'effectivement, John Jones a répété quand même à la conférence de presse que le bye-bye reste une option. Je me casse, c'est une option. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le plus gros levier, encore une fois, parce que clairement, l'UFC, en fait, il met l'UFC dans cette position de, OK, on doit tout faire sauf le bye-bye. On veut pas, la pire option pour nous, c'est John Jones qui se barre. Et il est prêt à le faire. Donc, on doit lui donner ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est soit Pereira, soit Aspinall pour shitload of money. Et donc, ils sont un peu face à ces deux choix. Et comme je t'ai dit, je pense que Jones a vraiment fait exprès de dire, OK, soit Aspinall avec beaucoup d'argent, soit Pereira avec ma prime classique. Parce qu'en termes de rentabilité directe, Pereira est plus intéressant. Maintenant, comme tu l'as souligné, je pense que l'UFC est plus intéressé. Ça fait moins mal à l'UFC que Aspinall perde contre Jones plutôt que Pereira perde contre Jones. Et en plus de ça, Aspinall part favori contre John Jones. Donc l'UFC a beaucoup plus à gagner sportivement de faire Jones contre Aspinall, mais financièrement, ça va plus se porter sur Pereira. Donc ouais. Et dernier petit point. Ouais, vas-y. T'es mardi, sorry, hein, mais t'es mardi dans la War Room avec Dana White et tu te poses la question, t'as la même discussion qu'on a là maintenant. Est-ce que tu te dirais pas
bon, ben maintenant, John Jones, on sait qu'il n'y a plus qu'un seul combat. On peut pas le laisser partir comme ça. Tu vois, bon, lui, il a signé pour 8 combats, mais on sait que l'UFC, de manière générale, aime pas que quelqu'un parte victorieux, tu vois. Ouais. Moi, à la Si place de encore- l'UFC, Sauf maintenant, tu vois, si tu dis il y a encore des combats, ça va, mais là, objectivement, je parle, la chance pour qu'il y ait 2 combats de John Jones, c'est très très faible, tandis qu'un combat, voilà, c'est probable, tu vois. Mais en fait, effectivement, si tu pars du principe qu'il y a qu'un combat à la place de l'UFC, tu dois dire, ok, John Jones, il va de toute façon partir. Donc, c'est plus dans notre intérêt qu'il parte sur une défaite, parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que celui qui le bat, ouais, c'est ça, celui qui le bat devient une méga star. Et entre Aspinall et Pereira, lequel est beaucoup plus favori contre John Jones, c'est Aspinall. Donc, Et qui voilà, on aurait clairement, besoin parce que Alex est déjà une star, Ouais. tu vois. Aspinall, Ouais, et s'il bat, John Jones, ça devient une méga star. Et, Ouais, et moi, c'est pour ça que Jones a bien pensé tout ça, parce qu'il peut vraiment se faire enfin, il a vraiment une opportunité de se faire son fuck you money. Alors ici, on doit en parler. Je dois te poser cette question parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter parler de ça. Est-ce que oui, ce serait pas une excuse? Est-ce que ce serait pas une excuse? Est-ce que ce serait pas une excuse de John Jones de demander une somme inatteignable à l'UFC pour dire, ben moi j'étais prêt à affronter Aspinall, mais comme on m'a pas donné l'argent que je voulais, j'ai refusé. Il y a des gens qui voient ça comme une excuse, tout simplement, genre, comme si moi je disais, bah, moi je suis prêt à rentrer dans une cage, mais il me faut 1 million. Je sais que personne va donner 1 million pour me voir dans une cage, tu vois. Enfin, quoique, s'il y a quelqu'un, 1 million, je rentre dans une cage. Pour du MMA. Mais je pense que, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce qui me fait penser que non, c'est qu'il propose quand même des combats. Tu vois, donc c'est qu'il a quand même envie d'avoir des combats et de l'argent, tu vois. Mm-hmm. Mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir. Je pense que John Jones va peut-être demander trop. J'ai vraiment peur de ça. Mais tu vois, là maintenant, ça va le mettre en une situation. Ils vont dire voilà, l'UFC, ils ont pas voulu payer ma valeur, blablabla. Maintenant, je me casse, c'est bon, j'ai réussi. Et il termine sur une très bonne note, tu vois. Bien sûr. Il est en position de force. Ça, c'est la réalité. Et dans la communication de Jones, tu sens qu'il est pas sûr contre Aspinall. Parce que tu vois, c'est ce truc de... Que ça? Est-ce que tu sais refuser 30 millions? Est-ce que John Jones sait refuser 30 millions? Parce qu'admettons qu'il en ait gagné 9 maintenant ou 10 et qu'on lui propose 30. Il sait qu'il peut y avoir 30. Est-ce qu'il va refuser les 30 millions? Je sais pas. Mais je crois que c'est vraiment comme ça que ça va se passer en fait. Lui dans sa tête, effectivement, il va peut-être partir de 80. L'UFC va dire mec, c'est ridicule, on double ce que tu viens de gagner, donc on tombe sur 18. Et puis ça va négocier. Et puis à un moment, la dernière offre de l'UFC, l'ultimatum, ce sera écoute 30 M et comme ça tu bats les records et tu prends ou alors on te laisse partir, tu vois. Ou alors on repart sur Pereira. Franchement, s'il demande vraiment 80 d'entrée de jeu, ça va pas le faire. Ouais, je pense que c'est beaucoup trop aussi. Parce que tu vois, quand tu négocies, t'as un truc aussi où... Ouais, parce que quand tu négocies, si tu demandes quelque chose de trop directement, les gens essayent même pas de faire une contre-offre, tu vois, c'est ouais, lui, il est malade, vas-y. Ouais. Mais c'est vrai que le facteur qui peut tout changer, c'est quand même l'Arabie Saoudite. Vraiment. Ouais. Vraiment, s'ils sont prêts à aligner 20 millions juste pour avoir un Fight Night, est-ce qu'ils seraient pas prêts à avoir un pay-per-view numéroté avec John Jones et d'aligner les billets, tu vois? Bah, quand tu vois ce que Turquie il fout dans la boxe, tu te dis rien n'est impossible en soi. Enfin, il y a des choses impossibles, mais à ce niveau-là, rien n'est impossible. Et je pense honnêtement que payer ce que veut John pour ce combat, comparativement à payer juste Usyk et Fury, ça reste très petit. Ça reste très petit. Maintenant, clairement, aux yeux à l'international, Usyk contre Fury, ça reste plus gros que Jones contre Aspinall. Ah, c'est sûr. Ça, il y a même pas de débat. Il y a pas de débat. Mais je me demande je suis très curieux de voir comment vont se passer les prochaines semaines, voire mois. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que sinon, c'est pas top. Mais juste t'es le premier à le savoir. Ça va être long. Ouais, ça va être long. Si t'appelles le lendemain, tu vois, c'est... Non, il a dit, hein, il a été trop malin, Dana White. Il a été trop malin. Je sais pas si, je te dis tout est négociation.
à la conférence de presse, il dit, je sais ce qui va se passer. John Jones va disparaître. Il va disparaître, on n'aura plus de nouvelles de lui. Et puis, il va revenir. Et j'attendrai. Et en fait, il sait que maintenant, ça sert à rien de venir parler mardi pour commencer à négocier, tu vois. Mais ouais. Je sais déjà ta technique. Vas-y, on parle dans 2-3 mois. Donc, ouais, bah c'est ça. C'est parce que clairement, on le sait en négociation, si c'est toi qui fais qu'appeler, tu montres que tu as envie, que tu cours après, bah tu perds un levier de négociation. Le seul truc qui pourrait fonctionner, c'est l'UFC qui fait un genre de scarcity, tu vois, qui met une offre sur la table, elle est valide 24 heures. Tu mets 30 millions à Spinal, UFC 315, t'as 24 heures pour nous répondre. Ouais, mais même une fois que tu as fait cette proposition et que tu dis vas-y, tu as 24 heures pour nous répondre, tu sais que c'est quelque chose que l'UFC est prêt à accepter, donc tu sais que tu l'auras de nouveau dans un mois, tu vois. C'est pas qu'ils vont se dire non. Donc c'est difficile, c'est difficile. Ouais. Mais Dana White, il a très bien joué son coup avec le ça va, John Jones va disparaître et il va revenir, c'est gros. On sait comment ça se passe. Donc mais ça en négociation, c'est aussi un bon truc. Enfin, je suis pas l'expert là-dedans, mais anticiper la stratégie de l'autre et le dire ouvertement, ça veut dire je sais ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Je sais ce que tu fais, tu vas pas me la faire, tu vois. Ce que tout le monde fait, tu vois, tout le monde. Et le pire, c'est que il y a des détails, même dont on n'a pas parlé, mais pour dire à quel point ça va dans les détails. Le fait que John Jones maintenant assume sa position de J-Vite avec, je sais pas si t'as vu, mais sa photo de profil sur Insta maintenant, c'est un canard. Il a mis le canard, elle a dit c'est bon. Aspinal, il a dit, enfin tu vois, même par rapport à Aspinal, il essaye de rajouter des raisons pour ne pas combattre Aspinal en disant voilà que Aspinal c'est un asshole, mais vraiment le dernier des gars qui est pardon pour la traduction, mais c'est trop dû, voilà. Le dernier à l'être, c'est vraiment Aspinal. Il a même dit s'il te plaît, John, je te trouve incroyable. Est-ce que tu veux bien qu'on combatte et tout? Et donc du coup, il y a un reporter qui lui a demandé, il lui a dit mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il est alors qu'il est pas? Il a dit il a mis un t-shirt avec moi dessus et il a ramené un petit canard. Vas-y gros. Non, c'est ça. Il y a eu de tout, il y a eu des bagarres avec Cormier et tout, et le gars juste parce qu'il a ramené un petit canard, alors ça se fait pas. Genre mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est bien joué de la part de John Jones. C'est vraiment c'est ce qu'il faut, tu vois. Il doit essayer de mettre un maximum de poids pour dire ça sert à rien de le faire, sauf si vous allongez les billets. Et c'est ça qu'il fait, quoi. Ouais, et puis de temps en temps, il donne quand même des arguments factuels, tu vois. Tu l'entends, par exemple, il dit je préfère affronter des champions installés que des gars qui montent. Et là-dessus, c'est difficile de contre-argumenter. Pereira, c'est factuellement un champion installé. Aspinal, c'est un gars qui monte. Alors moi, j'aurais le contre-argument. Pour moi, Aspinal, c'est un champion installé dans le sens où il a pris la ceinture intérim et il l'a défendu. La définition normalement d'une ceinture intérim, c'est tu es le champion en l'absence de l'autre champion, et donc tu peux pas être ton argument installé si le champion enlève la chaise. Tu vois, il est là, il dit non, installe-toi, mais il y a pas de chaise. Non, c'est fou, c'est vraiment fou ça. Ouais, donc dernière question, parce que là je trouvais la discussion sur les négociations intéressantes, parce que comme je l'ai dit en début de podcast, et c'est ça toute la raison de cette discussion, John Jones est un des rares combattants à avoir un levier de négociation avec l'UFC. Quasi la totalité des autres combattants, même champions, n'ont pas de levier de négociation. Prends Belal Mohamed, il essaie de faire ce que fait John Jones, mais allez, va au PFL, hein, mec. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'avais eu cette discussion en off avec Herbinet, où il y a eu toute une période à l'UFC, la période je crois que c'était justement avec BSD contre Poirier. En même temps, il y a Manon contre Fiorot qui avait été annoncé. Et c'était une période où Fiorot contre Blanchfield qui avait été annoncé. Et c'est une période où il y avait beaucoup de combattants ou de managers qui s'exprimaient publiquement en disant ils font quoi l'UFC? Ils annoncent les combats avant même de nous contacter. Genre, il y avait beaucoup d'exemples de combats qui avaient été annoncés, les managers n'avaient pas encore été contactés. Et donc, je m'étais dit, mais en fait, les combattants, du coup, ils peuvent utiliser ça comme levier de négociation. Tu vois, genre, t'as déjà annoncé mon combat, maintenant, mais c'est pas recommandé. Tu veux que je signe. Mais en fait, s'ils le font, l'UFC va faire, tu sais quoi, non, on annule ton combat, on invente une histoire, et puis on va te proposer que des combats de merde, et tu vas refuser, et puis de toute façon, t'es dans un contrat d'exclusivité, donc tu vas plus combattre pendant 2 ans, et tu vas perdre une grosse partie de ta carrière, et en plus de ça, t'as pas de salaire, tu gagnes que si tu combats.
Donc, au fait, même quand tu as une illusion d'avoir un levier de négociation avec l'UFC, tu ne l'as pas. Donc là, on est vraiment dans une très rare occurrence où quelqu'un a vraiment un levier contre l'UFC. Et c'est intéressant parce que du coup, il peut jouer sur des choses sur lesquelles aucun autre combattant, presque historiquement, n'a pu jouer par le passé. Ouais. Mais c'est un peu différent, mais bon, t'imagines que c'est quand même la deuxième fois qu'ils se retrouvent avec un champion heavyweight qui a la possibilité de partir avec la ceinture en disant fuck you, vous m'avez pas donné la fuck you money. Enfin, quoique, en fait, Francis, il avait reçu l'argent. C'est juste les autres termes qui étaient pas respectés. Mais... Non, mais ça paraît bête, mais en fait, c'est encore un levier supplémentaire pour John Jones. C'est sûr, dire c'est une deuxième fois, c'est ça. C'est attention, vous pouvez de nouveau perdre le champion le plus important de tout l'UFC, quoi. Enfin, champion en termes c'est important pour les poids lourds, mais on est enfin pas diminuer les autres. C'est juste qu'on sait que les Américains et les casuals adorent les poids lourds. C'est vraiment la catégorie reine. Donc voilà. Dernière question. Bon, j'ai cru comprendre en écoutant tes réponses, tu as une préférence large pour Aspinall contre Jones que pour Pereira contre Jones en tant que fan. Ah oui, c'est sûr. En tant que fan, hein, en tant que fan. Ouais. Alors, question totalement hypothétique. T'aurais une préférence pour Jones Ngannou ou Jones Aspinall? Ils en ont parlé. Hein. J'ai eu un petit moment parce que Ngannou a tweeté, il a fait félicitations, t'avais l'air bien et tout. I see you, donc je te vois, genre il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et Jones a été, mais il a été parfait sur cette conférence de presse. Il a dit. Va gifler Jake Paul. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Et il a dit non, je fais que des combats de l'UFC. Et il lui dit ouais, mais ça pourrait être l'UFC Ando. Il fait c'est Dana White qui règle les combats. Et il sait très très bien qu'il fallait pas aller sur cette piste-là. Celle-là, c'était la piste dérapante. Il a dit non mais non, franchement, juste parce que j'ai envie de renouveau et j'ai envie. Et c'est aussi un combat qui m'intéresse plus. Ça me ferait plaisir de voir Ngannou Jones, mais ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir il y a 3 ans que maintenant. Là, maintenant, j'ai vraiment envie de voir Aspinall, en fait. Juste d'un point de vue sportif, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je t'avoue que ils ont sorti les cotes. Si on pouvait mettre maintenant des unités, je te promets, je les mettrais direct. Il y a eu. C'est quoi les cotes? Bah, genre, c'est quasi un pick-em, quoi. C'est 1,15, un truc comme ça. Enfin, peut-être que je comprends pas, mais en tout cas, dans le groupe, on avait tous l'air de dire que voilà, que pour nous, Aspinall est gros favori dans un combat entre les deux. Mais bon, voilà. Je crois que je suis le plus mesuré de tous. Je vois Aspinall favori, mais 60-40, tu vois. Ouais, moi, je vois 65-35, donc c'est pas. Okay. Non, mais enfin dans le sens. Pas 50-50, c'est ça que je veux dire. C'est une grosse différence non. 35-50-50, tu vois. Voilà. En tout cas, 50-50, ça veut dire quand même que tu vois, une chance sur 2 que ça dépasse le troisième. Parce que les vraies chances de Jones contre Aspinall, c'est dans le 3-4-5, tu vois. C'est difficile de voir Jones dans le 1-2. Après, c'est ce que certaines personnes ont dit en commentaire, je pense. Jones a toujours trouvé la faille. Il a toujours trouvé la solution contre tout le monde. Et Jones est parti underdog contre Cyril Gane. Oui, mais attends, enfin, ça, c'est une autre vidéo là. Mais juste comme ça, les arguments, c'est pour moi, Jones a trouvé des failles, mais jamais il y a eu un combattant aussi complet dans tous les niveaux. Tu vois, il y avait toujours d'habitude, c'est lui qui a cet avantage par rapport aux autres. Mais là maintenant, c'est la première fois où tu vois quelqu'un il est bon en boxe, il est bon en lutte, il est bon au jiu-jitsu. Enfin, c'est une ceinture noire, il a tout. Et en plus, qui est plus lourd que lui. Et qui maintenant a un vrai, il y a une grosse différence de gabarit, tu vois. Moi, quand je l'ai vu, maintenant il a combien Aspinall? Il doit être à, maintenant il était à 106, Jones, je crois, il était à 106, je sais plus. 107.8. Voilà, c'est ça. Et, 0.8. Et je crois quoi, et Aspinall, il doit être à combien? Je sais pas du tout. Je sais pas combien il a été pesé son dernier fight, mais ouais, mais là, il était pesé autour de 115, non? Ah oui, il a été pesé là, c'est vrai. Il était pesé là maintenant, c'est pour ça que c'est l'impression. Mais là maintenant, je crois qu'il doit, ouais. Enfin, tu vois, et je crois que c'est plus compliqué là maintenant, et surtout en termes de vitesse. Pour moi, ça peut vraiment poser une question parce que la vitesse de Stipe, ok, ça va, il y a moyen de la gérer, tu vois. Mais Aspinall, c'est compliqué, je trouve. C'est vraiment compliqué. Je dis pas que c'est à sens unique, mais pour moi, vraiment, Aspinall est favori. Et comme je l'ai dit, allez, je peux entendre le 60. Pour moi, c'est plus 65, mais on se situe tous en tout cas dans le groupe, hein. Ça se trouve, voilà, Jones, il explose et on en sait rien.
Je pense que la raison pour laquelle ça a été mis en 50-50, c'est vraiment ce truc de la seule fois où on a vu Aspinall dans un deuxième round, c'est contre Arlovski et il commençait vachement à fatiguer. Mhm. Je dis pas de bêtises, hein, Aspinall, il fait que des finishes au premier round, on est d'accord. Ouais, et je crois que c'est son temps moyen, c'est 2 minutes et quelques j'ai oublié comment Ah, bah, c'était. C'est une dinguerie. c'est comme moi dans une autre circonstance, ça. Le 400 mètres, hein, évidemment. R1, 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 R2 Arlovski, R1, R1. Ouais, c'est ça. Donc la seule fois où on l'a vu dépasser le premier round, c'est contre Arlovski et il y avait des gros signes de fatigue. Alors il le finalise dans la première minute du deuxième round, si j'ai pas de bêtises, ou ouais, c'est ça, 1 minute 9 du deuxième round. Mais on voit quand même des signes de fatigue qui sont, on va dire, inquiétants pour un combat en 5 rounds. Cependant, ce combat remonte à il y a très très longtemps. Mais je peux entendre des arguments par rapport à Jones. Vraiment, les deux arguments, c'est il trouve toujours la faille. S'il est motivé, voilà, il devrait la trouver. Et ben, on n'a jamais réellement vu Aspinall sur un vrai 25 minutes. Donc, enfin, on l'a déjà vu préparer un 25 minutes, mais ça a jamais dépassé le premier round. Donc, ouais, je peux entendre le côté serré, mais moi je reste positionné sur un 60-40 tout de même. Mettez-nous en commentaire de ce que vous pensez de ça, comme ça nous fait de l'engagement aussi, même si je pense que les gens vont peut-être parler de la négociation. Quelque chose d'autre sur le sujet ou? Non, moi, il y avait juste une dernière question que je voulais te poser, mais ça, c'est perso. C'était par rapport à Oliveira, qu'est-ce que tu as pensé de Oliveira et qu'est-ce que tu vois pour lui pour la suite? C'est surtout celle-là qui m'intéresse. Bah écoute, moi j'ai été très content de la performance de Oliveira. Il est venu beaucoup plus pour gagner que le spectacle que d'habitude, je trouve. Il a vu une faille que peu, je pense, avait trouvé, la lutte. Il a lutté offensivement contre Chandler. Il a montré la dernière fois qu'il avait montré des bons indicateurs en lutte offensive, Charles Oliveira, ça remonte à Tony Ferguson. Et tu pouvais avoir cet argument de, on savait pas à ce moment-là que Tony Ferguson était sur le déclin, mais il était sur le déclin. Ici, on peut avoir cet argument sur Chandler, mais je trouve que la lutte était vraiment, vraiment bonne. La lutte de Impressionnant. Charles Oliveira, c'était techniquement très bon. Physiquement, j'avais écrit un message sur le WhatsApp pendant le World Cup, je trouvais que physiquement, Oliveira était beaucoup plus imposant que d'habitude. Je pense que mentalement, il est déjà en train de se préparer à Islam Makhachev en disant Islam Makhachev, il m'a notamment mangé pour le physique. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit aussi, je veux revenir en janvier. Par contre, comme je l'ai dit, janvier, malheureusement pour lui, il n'y a pas de super option, si ce n'est regarder soit derrière lui quelqu'un qu'il a déjà battu, soit loin derrière lui. Parce que si c'est Tsarukyan contre Makhachev, ben, janvier, il n'aura pas le title shot, et donc s'il veut combattre en janvier, c'est de nouveau un combat pour se repositionner comme le futur Moi, ça va être à contender. Los Angeles, hein. Le combat de Tsarukyan Makhachev, je crois que ça va être à Los Angeles. Ce serait janvier, février, un truc comme ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est Ouais. début d'année. Bon, c'est pas confirmé. Il y a encore quelqu'un qui a posé ça pendant la conférence de presse, mais il disait que, enfin, à mon avis, ça va probablement être février. Ouais. Et ce serait probablement Los Angeles. Bah, pour moi, Charles Oliveira fait le bon choix de combattre. Moi, le problème, c'est t'as un Islam Makhachev qui, en moyenne, ne combat pas tant que ça. Donc, tu dois partir du principe que s'il gagne contre Tsarukyan et qu'on reste sur la moyenne de combat de Islam, bah, il va peut-être défendre en janvier, en septembre-octobre, contre le contender d'après. Donc, d'ici septembre-octobre, il y a peut-être un autre contender qui peut venir se positionner à côté de Oliveira et donc il pourrait se faire couper l'herbe sous le pied. Si c'est Tsarukyan, c'est le nouveau champion et on sait très bien, en moyenne, quand quelqu'un vient prendre une nouvelle ceinture, bah, il s'installe dessus très longtemps. Donc là aussi, ça repousse peut-être même à novembre. Islam, il aurait potentiellement un argument pour faire une trilogie directement contre Tsarukyan. Donc ouais, Charles Oliveira, il doit prendre un combat en janvier. Alors pour moi, il a deux options, hein, comme je dis. Soit, parce que maintenant j'ai réfléchi un peu plus longtemps. Donc soit il prend le mieux classé possible, disponible, ce sera une revanche contre Poirier. Soit il prend Hooker ou Renato Moicano pour pas battre quelqu'un une deuxième fois qu'il a déjà battu par le passé, mais qui est pas trop mal classé. Soit il fait un combat fun en welterweight, mais je vois pas l'intérêt. Ça n'ajoute pas un argument à son truc. Donc pour moi, ce serait ouais, Hooker. Ils avaient parlé de McGregor, il était très lucide par rapport à ça. Hein. Il a dit, moi je sais qu'il va pas, je sais qu'il va pas accepter. Il a dit, il a tellement mal parlé de toi, il a dit tu lui serres la main. Moi, je dis, je serre la main à tout le monde. Oh. Non, ce gars, il est exceptionnel. Moi, et en fait, je sais pas si c'était ça. J'ai adoré, j'ai eu le même sentiment sur ce combat que Francis contre Stipe.
Patient Francis, tu vois, genre Francis patient, etc. J'ai eu le même sentiment de beaucoup plus réfléchi, etc. Bon, le 5e, il se fait avoir, mais et je trouve qu'il devait pas se lever et de nouveau aller en striking. Contre lui, il aurait pu rester, mais bon, voilà, c'est un petit détail. Mais sinon, les 4 premiers rounds, j'étais impressionné. Vraiment, j'étais impressionné. Ouais, et c'est marrant. On en parle de plus en plus avec Brian. J'ai l'impression. On avait parlé de Shevchenko qui a ce côté violent et puis qui, là, dans sa dernière performance, est allé chercher juste la victoire et ça rend le combattant plus énigmatique. On a plus de mal à l'imaginer perdre. Tu vois, Shevchenko, maintenant, c'est plus difficile de l'imaginer perdre depuis sa performance contre Grasso, même si aux yeux du grand public, c'était décevant. C'était boring, ce que tu veux, mais ça la rend plus difficile à battre. Ici, Charles Oliveira, effectivement, cette nouvelle version. Ah, dommage pour ce 5e round. S'il n'y avait pas eu ça au 5e round, j'aurais vraiment dit, OK, là, on est sur quelque chose de très difficile à battre. Comme il y a eu ça au 5e round, t'es un peu là. Ça reste c'est ce qu'a dit Brian, tu vois, ça reste du Charles Oliveira. Non, en fait, il est rentré dans le 5e, il s'est dit, ça manque un peu d'entertainment, on va y aller, tu vois, on va donner un petit peu de surprendre aux gens. En fait, c'est quoi, tu sais ce que j'aurais kiffé? Qu'il finalise au 4e round. Parce que là, on aurait eu des occasions, hein. Il y a eu des occasions. Ouais. Même franchement, il l'a dit, il aurait pu finir au premier quand il était assis. Mais il a dit, je préfère être patient et chercher un bon moment que vraiment, avant, j'aurais cherché la finalisation à tout prix. Là, maintenant, il dit, je sentais que je dominais le combat, je voulais rester dans le combat et là où j'arrive à maîtriser, tu vois. Mais il avait déjà eu beaucoup de combats prévus en 5 rounds, on l'a jamais vu dépasser le 3e round, donc c'était intéressant de voir ce que ça donnait jusqu'à 20 minutes, jusqu'à 25 minutes. Je trouve que c'était bien, encore une fois, malgré ce qui s'est passé dans le 5e round, et finalement, malgré ce qui se passe dans le 5e round, c'est lui qui gagne les 2 dernières minutes du combat. Donc, ce sont des très bons indicateurs. Mais il aurait été vraiment effrayant avec un finish dans le 4e, parce qu'avec un finish dans le 4e, on n'aurait pas vu ça au 5e, et ça aurait montré, ok, je suis solide en termes de cardio aussi, et je suis capable de finaliser dans le 4e, ce qui est un gros message pour le reste de la division. Du haut de la division. C'est ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Quelque chose d'autre à rajouter? Nickel. Non, bon, toi c'est dimanche après-midi chez toi, donc bon dimanche à toi. Moi c'est dimanche nuit, donc bonne nuit à moi. Salut à tous. Les amis, merci, ciao. Ciao.